Il a fallu attendre 1 an pour qu'une équipe d'envoyés spéciaux s'intéresse à l'origine du virus. Est-ce qu'on les a traités de complotistes? Est-ce qu'on les a traités de complotistes? Ils arrivent à la même conclusion que moi, sauf que moi j'apporte des arguments quand même beaucoup plus crédibles, en disant même qu'il y a une chance sur 53 milliards que l'origine du virus soit naturelle. Qui en a parlé? Personne. Est-ce qu'on a traité de complotistes les gens d'envoyés spéciaux qui, dans leur reportage, quand même, disent que oui, toute vraisemblance, il se pourrait que... Ben non. Enfin, avec le recul, je pense que aujourd'hui, j'ai reçu, Hold Up n'a reçu quasiment aucune, quasiment non, je peux plus le dire maintenant, on n'a reçu aucune plainte pour diffamation. Hein. Qu'est-ce que vous répondez aux médias mainstream, aux journalistes qui étaient vos anciens collègues d'ailleurs, pour beaucoup? Oui, je pense pas qu'on a la même façon de travailler. Moi, ce que je vois, c'est leur critique, il n'y a pas de critique. On a répondu point par point à toutes les critiques qu'ils ont faites. C'est des critiques sur les personnes, c'est hallucinant. C'est même pas sur les faits, en disant bah non, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Je reviens sur Hold On, on a quasiment eu 0 critique. Hein. Sauf à vouloir encore dénigrer par le mépris, par l'anathème. Voilà. Alors maintenant, on n'est plus complotiste. Je suis un réalisateur controversé maintenant. Hein. C'est plus un réalisateur complotiste parce que maintenant, voilà, nous on attaque maintenant. Hein. On attaque pour diffamation toutes ces personnes-là qui avec l'anathème facile, qui permet. Encore une fois, je le redis, c'est vraiment l'argument de ceux qui n'en ont pas, parce que voilà, quand on parle de complot, remplacez le mot complot par corruption et vous vivrez beaucoup mieux, quoi. Vous vivrez mieux, pardon. J'ai du mal parce que le complot, c'est juste de la corruption. Moi, je suis anti-corruption, je suis incorruptible et voilà, maintenant c'est juste une question de mots, mais les mots qui font mal quand même. Le mot complot, d'où il vient, qui a inventé ce terme de complotisme, enfin bref, il faut se questionner là-dessus. Et pour répondre très clairement à ta question, pardon Romain, je te coupe, moi ce que j'ai envie de leur répondre, mais montrez-moi les mensonges. Vous vous attaquez aux personnes. Pour l'AFP, Pierre Barnerias, écoutez-moi bien, j'ai 30 ans de métier, j'ai travaillé pour toutes les plus grandes rédactions, j'ai fait des documentaires qui ont été primés dans des festivals. Pour l'AFP, je suis le propriétaire d'une chaîne YouTube spécialisée dans l'au-delà. Enfin, d'abord, on est le propriétaire de rien, ça montre juste le niveau de l'AFP. Et spécialisé dans l'au-delà, d'un air de dire, je fume un petit peu, redescends. Vous voyez la capacité de dénigrer, dénigrement d'une agence de presse qui normalement doit être factuelle, les faits, qui, que, quoi ou comment. Enfin, quand vous commencez à mettre des adjectifs, quand vous commencez à mettre des... là, vous devez vous poser des questions quand même. Les médias mainstream, pour revenir justement, est-ce que vous avez vu déjà très très tôt des journalistes privés de pouvoir, privés de liberté d'expression dans leur rédaction, ce genre de choses? Est-ce que vous voyez des prémices de ce que vous critiquez aujourd'hui? Là, aujourd'hui, c'est sûr que j'ai 2-3 journalistes qui sont venus me voir parce qu'ils ne pouvaient pas... ils sentaient qu'il y avait un gros souci avec la rédaction en chef. Donc voilà, ils sont partis. Dès le départ, j'ai commencé ma carrière à Ouest France, j'ai travaillé à TF1, je présentais les infos la nuit à France Info, et je me suis vraiment rendu compte de la force monumentale de l'AFP, l'agence France Presse. C'est-à-dire que tous derrière et elle devant. Aujourd'hui, pour être un journaliste de télé, de radio, il faut juste savoir lire des dépêches. Aucune vérification de l'info, rien du tout. Vous n'allez pas vérifier une dépêche de l'AFP, c'est pas possible. L'AFP, c'est Dieu, ça, il faut bien comprendre ça, pour les journalistes. Hein. Il y a une sacralisation de l'AFP dans le journalisme. Mais bien sûr. Personne, quand vous regardez sur tous les plateaux télé, ils sont tous derrière leur écran et puis ils balancent Voilà, ils vont pas vérifier, puis ils comprennent... de savoir que l'AFP balance depuis 2 ans 90% de ses dépêches concernent la Covid, alors que le monde ne s'est pas arrêté à la Covid. Hein, il faut arrêter, quoi. Donc là, quand vous attaquez l'AFP en diffamation, vous attaquez à un dieu... ça me fait bizarre parce que moi, j'ai travaillé beaucoup en radio, j'ai présenté les journaux pendant 3 ans, et je les présentais sur la base des dépêches de l'AFP. Mais j'essayais de chercher des dépêches qui n'étaient pas forcément, qui donnaient peut-être le sourire et qui n'était pas forcément de tout ce que tous les journalistes prenaient. Il y a marqué urgent, donc tout le monde se jetait sur ces dépêches qui, pour moi, ne donnaient pas envie de
voilà, de croire en un monde meilleur, qui étaient pour moi des informations complètement inutiles. Moi, je me pose à chaque fois la question, en quoi cette information va me permettre de vivre mieux, va me permettre de m'apporter des réponses à mon quotidien. Voilà, moi, ce qui m'importe, c'est les solutions. Et dès le départ, j'avais monté, par exemple, sur RTL2, j'étais rédacteur en chef, et j'avais tous les jours, je faisais la bonne nouvelle du jour, avec des gens qui étaient des entrepreneurs sociaux, qui donnaient des solutions aux grands enjeux de nos sociétés. Ça, c'est intéressant. Mais quand vous avez toujours la même information qui sert strictement à rien, mais par contre qui permet de maintenir les gens dans un état de dépendance affective avec de la merde, je suis désolé, mais des informations qui ne servent, il y a des informations qui sont noires et qui servent strictement à rien, mais par contre qui permettent de mettre une dépendance affective, ça c'est évident. Et c'est juste la réalité des faits, quoi. Je vous confie une anecdote. Quand j'étais à LCI, on a assisté au détournement du Boeing, vous savez, sur le tarmac à Marseille. Et voilà, on était toute la rédaction, on savait pas ce qui allait se passer. Et à un moment donné, c'était le scoop de LCI, parce qu'on avait une caméra sur place. Et à un moment donné, quand on voit l'intervention du GIGN, on voit que ça tire de partout. On s'est dit, punaise, ça va être un massacre à l'intérieur. Le temps de recevoir l'information, parce que de recevoir les images, il s'est passé peut-être 2 heures ou 3 heures. Et moi, je reçois les images, c'est vrai que les images étaient violentes. Et j'ai dit, avant de diffuser ces images, je leur ai dit, mais est-ce qu'on attend, avant de diffuser ces images qui vont faire peur à tout le monde, parce qu'on voit vraiment un assaut qui est quand même assez violent, est-ce qu'on n'attend pas de savoir le nombre de morts pour avoir... Ben non, on a balancé ces images-là, donc on a fait peur à pas mal de monde. Donc moi, déjà, là-dessus, j'étais un petit peu réticent, et je me rappelle trop mon rédacteur en chef qui me dit Pierre, on s'en fout, balance, c'est bon, arrête de te poser des questions. Et j'avais posé juste avant la question à mon rédacteur en chef, mais en disant, mais tu trouves pas ça bizarre, des terroristes qui n'ont aucune revendication? C'est quand même bizarre, des terroristes qui n'ont plus aucune revendication. La seule revendication, c'est d'aller sur Paris. Et je le balance comme ça, si ça se trouve, ils veulent aller sur Paris pour faire un scrum, se planter sur des... Et 2 jours plus tard, on apprend qu'effectivement, les terroristes avaient prévu d'aller faire un attentat de suicide sur Paris. Donc là, c'était un coup de chance. Moi, et puis après, j'avais revu mon rédacteur en chef, je dis alors... tu vois, c'est quand même bien de se poser des questions. Mais on est tellement pris dans un engrenage qui est dicté en quelque sorte par cette course à l'audimat, cette course au scoop à tout prix. Vous êtes très très critique sur la gestion de la crise sanitaire. Quel est votre objectif? Est-ce qu'aujourd'hui l'objectif pour vous, c'est aussi de créer des ponts entre ceux qui hésitent avec votre façon de voir la politique c'est très bien que vous me posiez cette question, parce que le but du prochain... de la suite de Holden qui va s'appeler Hold Out. C'était une trilogie exactement, avec ce collectif, c'est qu'on a décidé maintenant de réunir, arrêter de cette balle de ping-pong entre pour, contre, anti-vax. Non, moi je suis pas anti-vax, je suis vacciné, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à faire des vaccins, pardon. Moi je suis sur le terrain. Je lis pas des dépêches d'AFP, je suis sur le terrain, je vais rencontrer des gens qui sont au bout de la chaîne. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que Pierre Barnarias, il n'existe plus, c'est un collectif de grands reporters, de journalistes, et qui ont plus de 20 ans de métier quand même. On ne peut pas venir nous chercher, quoi. On ne peut pas venir nous chatouiller quand même. Collaborons, échangeons. Nous, avec les journalistes mainstream. Bien sûr, on a plein de questions à vous poser. Avec les journalistes mainstream, avec des médecins de plateau qu'on a vus tout le temps depuis 2 ans, on dit très bien. On vous propose un débat, 1 heure, en direct, sur une page Facebook qu'on va spécialement créer. Venez, échangeons. Arrêtons d'être dans ce jeu de ping-pong où chacun dit non. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, on va lancer ces invitations. On verra. J'espère qu'ils diront oui, parce que moi, je suis pour ce dialogue.